Voyage pour Enoch, c'est l'histoire en fait, de deux frères qui sont très différents, mais qui sont rapprochés par un véritable amour fraternel et qui habitent dans le même appartement. Il y a le grand frère Henri, qui est joué par Jérémy Monster, qui est un acteur de 28 ans, très séducteur, très affable, qui a beaucoup de succès avec les filles, et qui donc veut devenir acteur. Et il y a le petit frère, David, que je joue, et qui lui fait des études de droit, qui est plutôt timide, qui est pas très sûr de lui, et qui va rentrer un soir dans leur appartement commun avec une fille sublime. Et voilà, ils sont follement amoureux dès la première minute. Et on va apprendre très rapidement que cette femme a eu une histoire il y a quelques années avec son grand frère. Et donc voilà, c'est un petit peu le pitch de départ, mais c'est surtout le prétexte pour parler des liens entre ces trois personnages, de leur amour commun du cinéma. Il y a beaucoup de références au cinéma, et ça parle aussi des destins, des rêves qu'on a quand on est jeune. Est-ce qu'on arrive ou non à les réaliser une fois qu'on est adulte? Au passage de la vie d'adulte, c'est pas toujours évident de passer du stade d'enfant à celui d'adulte. En fait, finalement, on se rend vite compte que tous les thèmes ont déjà été abordés, en fait, que ce soit en littérature, ou en chanson, ou au cinéma. En fait, je pense que c'est le traitement qui diffère. Et moi, j'ai toujours été fasciné par le théâtre américain des années 50, comme Tennessee Williams ou Arthur Miller. C'est un théâtre qui m'a vraiment fasciné. Et c'est à chaque fois, je trouve, une façon innovante de raconter des histoires. Et j'avais, moi, envie, de plus que cette trame-là qui est assez classique, j'avais envie de parler justement de mon amour du cinéma. C'est pour ça que moi, je suis un grand cinéphile, j'aime le cinéma plus que tout. Et j'avais envie que le spectateur, quand il assiste au spectacle, il ait finalement l'impression d'assister à un film finalement. Ça dure 1h30, un format assez cinématographique. Et voilà, comme je dis, pendant 1h30, on est embarqué dans un autre monde. Et j'ai voulu aussi enlever le quatrième mur, c'est-à-dire que les personnages s'adressent directement au public, ils racontent leurs états d'âme, ce qu'ils pensent de la situation. Et donc voilà, j'ai essayé en tout cas d'être... j'ai pas réfléchi en termes d'originalité, j'ai vraiment réfléchi en termes de ce que je voulais raconter, comment je voulais raconter. Qu'est-ce qui vous attire tant justement de cette époque, des années 50, qu'on retrouve, je pense aussi dans la mise en scène, dans les décors, dans la musique? Moi, c'est une époque qui me fascine. Moi, je dis toujours, je suis nostalgique de cette époque que j'ai pas connue finalement. J'aurais rêvé de naître à cette époque-là. Je trouve qu'il y avait une véritable... C'était à sortir de la guerre. Moi, j'ai beaucoup lu de livres sur Elia Kazan ou Marlon Brando, tous ces gens des années 50. Et j'ai l'impression, après c'est peut-être faux, mais qu'il y avait que le rêve américain existait vraiment. Et qu'il y avait une ville, un endroit dans le monde où tout était possible. Et je pense que c'est important qu'on ait tous notre Amérique en nous, où on se dise qu'il y a un endroit, quelque part, ailleurs, où tout est possible. Et pour moi, vraiment, cette époque-là, ces années 50-là, représente ça, où des immigrés qui arrivaient d'un peu partout dans le monde pouvaient arriver dans ce pays-là et réussir tout un chacun. Et puis moi, j'aime le noir et blanc, j'aime la musique de cette époque-là, je suis fan de jazz, toute cette mouvance-là. Mes films préférés, c'est sur les quais, ou des films vraiment des années 50, et donc c'est vrai, je suis fasciné par cette époque-là, et j'avais envie un petit peu de partager cet amour que j'ai à travers ces pièces. Et donc du coup, pour vous, le voyage pour Enoch représente vraiment donc... Le voyage c'est un voyage c'est un petit peu une chimère finalement, mais ça représente un petit peu New York, ça représente un petit peu cet endroit où quelque part ailleurs, tout est possible finalement. Et c'est Enoch, en fait, très simplement, c'est une ville imaginaire où ces deux frères, quand ils étaient plus jeunes, rêvaient d'aller en cas de problème. C'était sous un seul pleureur, finir leur vie là-bas, dans cet ailleurs hypothétique. Et voilà, après il y a des références à la Bible à travers Enoch, mais c'est secondaire, vraiment, véritablement, le véritable message d'Enoch, c'est cette ville où tout est possible. Très bien. Et donc... Futur très proche, mais... on a voulu véritablement, je pense que dans la mise en scène d'Anne Bouvier aussi, il y a cette chose-là, ce rapport à l'Amérique de toute façon. Je pense que même dans le traitement, dans le décor qui fait, même si la vue est sur Paris, mais il y a, je pense, quelque chose de véritablement américain. En tout cas, ce sont mes références, et les références un peu de toute l'équipe, que ce soit Marie Calcas, où tout le monde, je pense qu'on a tous ces références américaines. Et en tout cas, on a fait un spectacle qui nous plaît. On espère que ça plaît au public. Très bien. Justement, par rapport à la relation de travail que vous entretenez avec Anne Bouvier, vous être l'auteur d'un texte et puis d'être dirigé par quelqu'un d'autre. Et par ailleurs, est-ce que quand vous avez écrit le texte, vous vous imaginez avoir ce rôle-là? Est-ce que vous aviez envie de le jouer déjà quand vous l'avez écrit? Il y a de ça. J'écris toujours des pièces en me laissant un petit personnage où
parce qu'avant tout, j'ai commencé à écrire moi au départ pour jouer, parce que j'avais pas envie d'attendre que le téléphone sonne et j'avais vraiment envie le désir de créer. Et finalement, en fait, Anne était mon professeur au cours Florent, en fait, et donc je lui ai proposé ma première pièce, et en fait, on a vraiment une technique où moi, j'écris la pièce pendant quelques mois, voilà, et à partir du moment où on commence à travailler en plateau, véritablement, je suis plus du tout auteur et j'essaye de me concentrer juste sur le métier d'acteur qui est déjà assez difficile. Et surtout que j'ai pas la même perception, moi, souvent. Quand j'ai écrit le rôle de David, je pensais le jouer, mais peut-être pas de cette façon-là. Ensuite, après, j'essaye d'être le plus docile possible, même si c'est pas toujours. Mais en tout cas, pour que Anne me dise, dans sa globalité, dans la pièce, voilà, dans son entité, comment elle perçoit le personnage. Et après, moi, je dois essayer de m'inclure dedans en oubliant le plus possible que j'ai écrit la pièce. En tout cas, j'essaye. Très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de cette femme qui fascine et divise ces deux frères. C'est un petit peu la femme parfaite. C'est un petit peu voilà, cette image qu'on peut retrouver justement dans ces films américains d'Hitchcock, notamment de Grace Kelly. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça. C'est-à-dire que c'est plus l'image de... Moi, en fait, j'ai toujours été persuadé que... il fallait déjà que la femme soit vraiment superbe. Il fallait que l'actrice qui l'incarne au premier coup d'œil, on se dise, elle est magnifique. Parce que il faut qu'on comprenne que pour quelles raisons ces deux frères qui s'aiment énormément vont se séparer. Et le postulat était, il faut que le spectateur tombe aussi amoureux de l'actrice. C'est aussi primordial. Après, moi, j'ai vraiment voulu faire de ce personnage-là la femme la plus... voilà. Parce que ça peut être compliqué. On peut se dire, elle sépare finalement ces deux frères, elle se met entre les deux. Et donc il fallait la construire de façon à ce qu'on l'aime, que le spectateur l'aime en tout cas. Et votre référence dans ce cas-là a été encore une fois plutôt un canon de beauté et de séduction des années 50. Voilà, il y a de ça. Et puis moi, j'ai beaucoup lu de livres sur Frank Sinatra par exemple, ou des grands hommes, et j'ai souvent remarqué que, par exemple, Frank Sinatra qui était quand même quelqu'un de... S'il y avait bien un patron, c'était bien lui qui a tout réussi. Et la seule fois où il a pleuré de sa vie, la seule fois où il a été bouleversé par quelque chose, c'était à cause d'Ava Gardner, où il n'arrivait pas à la posséder parce qu'elle avait... Et donc il n'arrivait pas à la posséder et ça le rendait fou. Et donc je pense que ce qui peut rendre fou les hommes, mais comme on l'a vu avec Kennedy, avec d'autres grands hommes, ce sont les femmes en fait. Et voilà, il y a quelque chose qui fait que quand on n'arrive pas à posséder une femme, ou quand elle nous échappe, ou quand on est amoureux d'elle fou. Et moi je suis fasciné par les grands sentiments en fait. Moi je ne conçois la vie qu'avec des grands sentiments, qu'avec des grandes choses. Et c'est ce que j'essaie de restituer le plus possible, en tout cas j'essaie au théâtre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Moi j'ai une question. Pourquoi avoir fait du théâtre et pas un film? Parce que je pense que c'est terrible à dire, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais véritablement j'ai un respect immense pour le cinéma. Vraiment, je suis fasciné par le cinéma. Je ne vis que pour le cinéma. Et j'ai beaucoup moins cette référence au théâtre en fait. Je suis beaucoup moins allé au théâtre quand j'étais jeune. J'ai eu beaucoup moins de grands moments au théâtre, c'est vrai. J'ai pas eu d'immenses moments au théâtre. Et je pense que c'est bizarre de dire ça, mais m'attaquer à un terrain vierge pour moi qui était le théâtre, voilà, j'ai pas eu vraiment cette culture, ça me paraissait plus facile que d'attaquer un art qui pour moi est vraiment majeur, qui est le cinéma, et j'espère en fait vraiment, véritablement, j'espère un jour arriver à faire un scénario, arriver à avoir cette capacité-là. Mais ça me paraissait plus facile, en tout cas, moins compliqué, voilà, le cinéma pour moi ça représente tellement de grands moments que voilà, j'ai un peu peur de m'attaquer au cinéma. Merci. Une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.